Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous. Je fais ça un peu plus lentement, de manière à donner le temps à tout le monde d'entrer. Vous nous voyez sur l'écran, notre intervenante, Madame Clara, excusez-moi, Madame Clara Tavares Ferran, c'est ça? Je prononce correctement? Alors, Clara Ferrão Tavares, ça va, c'est un peu difficile. Pardon? Clara Ferrão Tavares. Ah, il faut le dire. Un peu Alors, en français, un peu en Ferran espagnol. Tavares. On maîtrise les langues sur notre site, donc c'est merveilleux. Et alors d'abord, merci beaucoup à tous les participants qui se connectent maintenant pour assister à l'intervention de Madame Clara Ferran Tavares. J'espère que je le dis comme il faut. Parfait. Madame, donc Clara, c'est plus simple. J'ai le plaisir de vous la présenter, mais avant tout, je vais vous dire qui je suis. Je suis donc Myriam Rosenbaum et je suis la présidente de l'association des professeurs de français d'Israël. Je suis aussi enseignante et c'est à ce titre que j'ai pris cet engagement, tout comme Madame Clara Ferran Tavares, qui elle aussi et a plusieurs cordes à son arc, puisqu'elle est elle aussi enseignante et aussi active dans le milieu associatif. Donc enseignante, puisqu'elle elle est à l'école supérieure de l'éducation de l'Institut Polytechnique de Santarém, enseignante, et elle a présenté une thèse dans le cadre de l'Université de Paris 3 sur la communication non verbale. C'est votre spécialité, il me semble. Et à ce titre aussi, elle a dirigé plusieurs numéros de la revue des études linguistiques appliquées. Je pense qu'elle nous en parlera un petit peu pendant son intervention. Et dernière peut-être chose que je dois dire, mais qui n'est sûrement pas la dernière dans les attributions de Madame Clara Ferran Tavares, c'est qu'elle est très active dans le domaine associatif, puisqu'elle était une des présidentes de l'association des professeurs de français au Portugal, et à ce titre, bien sûr, très engagée dans la diffusion, le rayonnement du français, l'enseignement, la formation des professeurs et bien entendu beaucoup d'autres choses que nous pourrions détailler maintenant. Et elle se pose la question dans ce contexte un petit peu bizarre. Elle nous dit, et maintenant, que vais-je faire? Mais pas personnellement, j'imagine quelque chose de professionnel, parce qu'il semblerait que les choses changent avec bien entendu la technologie, mais aussi la crise sanitaire. Et Madame Clara Ferran Tavares se pose la question, qu'allons-nous faire maintenant? Et je vais lui laisser la parole peut-être pour nous donner quelques directions pour répondre à cette question un peu existentielle que Gilbert Bécaud s'est posée depuis longtemps. D'ailleurs, je vous laisse la parole. Merci. Je vous remercie de vos mots. Je vous remercie également de votre invitation. Je remercie Serge Bord, Monsieur Serge Bord, le conseiller de coopération de l'ambassade de France. Donc, je remercie l'ambassade de France, l'association de professeurs de français. Je remercie aussi l'inspection qui m'ont gentiment invité à participer dans ce colloque. Et je salue tous les professeurs de français puisque c'est notre journée à nous. Donc, je salue les professeurs de français qui sont ici et qui vont me donner le plaisir de m'entendre parce que c'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de rencontrer tellement de monde comme ce colloque si bien organisé est en train de le démontrer.
Donc, c'était un défi que je me suis posé, puisque j'ai travaillé toujours sur la communication. J'ai été chercheur sur la communication en classe. Donc, je me suis posé la question, comment est-ce que maintenant je peux me poser la question, avec la classe confinée, qu'est-ce que je vais dire? Bon, c'était le défi que je me suis posé. Quel changement est-ce que Covid a introduit dans le cadre de la communication pédagogique? Et donc, j'ai structuré ma communication avec une petite introduction, avec une autobiographie, mon autobiographie didactique, et également avec une autobiographie qui est en quelque sorte l'autobiographie de la didactique. Je vais vous montrer PowerPoint, mais je souhaitais vous dire qu'il est peut-être préférable, j'ai mis très peu de choses sur ma présentation, donc il vaut peut-être mieux de me regarder avec écran total plutôt que la présentation, on peut la voir à format réduit parce que c'est pas très long. J'ai pas mis beaucoup de texte sur ma présentation. Et je vais faire beaucoup de gestes. La communication non verbale l'oblige. Alors, donc, je vous ai déjà dit que j'ai travaillé sur la communication didactique, mais j'ai appris le français. Et j'ai appris le français, et c'est pourquoi cette introduction se centre sur l'autobiographie didactique. Ensuite, 3 volets. Je réfléchirai sur la communication que je désigne de communication paradoxale, et je vous parlerai d'une recherche, je ne peux pas l'appeler recherche, mais vous verrez pourquoi j'ai des doutes pour l'appeler une recherche. Ensuite, je viendrai sur mes recherches précédentes qui me donneront le cadre théorique pour essayer de dégager des implications de la communication multimodale pour l'analyse de la communication aujourd'hui. Donc, voilà le cadre, le contexte ou la structure de ma communication que je vais vous présenter aujourd'hui pour réfléchir avec vous, surtout sur les implications des études interdisciplinaires. Mais pour cela, bien évidemment, il faut construire un cadre théorique et il faut se poser des questions. Alors, en ce qui concerne ma biographie, alors j'ai été, comme beaucoup d'autres, j'ai été élève de français langue étrangère et d'anglais langue étrangère, et j'ai connu les méthodes directes en tant qu'élève d'anglais et j'ai connu la méthode traditionnelle en tant qu'élève de français. Je commence sur, puisque je vais mettre en relation les technologies qui vont avec les méthodologies, et je vais essayer de mettre en parallèle les deux. Je commencerai donc par les classes d'anglais et je vous parlerai des équivalents des tableaux d'Elma que j'ai connus et qui présentaient les choses suivant Marie Montessori, dont j'ai entendu aussi, qui a été convoquée dans une conférence précédente, puisque les enseignants apportaient avec la méthode directe, les enseignants apportaient souvent des choses, par exemple des poupées, pour montrer le vocabulaire du corps ou le lexique des vêtements. Ensuite, j'ai été enseignante avec les méthodes audiovisuelles. L'une des premières méthodes, Voix et images de France. Et alors, je montrais, voilà Monsieur Thibault, voilà Madame Thibault. Je supposais que les technologies étaient évidentes. Et alors, je projetais le diapo, voilà Madame Thibault, et c'était Monsieur Thibault qui apparaissait. Et voilà Monsieur Thibault, et c'était Madame Thibault qui apparaissait. Donc, la mauvaise utilisation des technologies, c'est l'exemple que je vous donne. Ensuite, avec le niveau SAI, sont arrivées les approches communicatives. Alors, les classes se sont enrichies avec des documents authentiques, la télé, les chansons, les enregistrements et même Internet.
parce que les approches communicatives ont une longue durée, heureusement. J'ai même connu une approche non conventionnelle. Je suis allée en Bulgarie, j'ai fréquenté l'école française de suggestopédie et moi-même, j'ai fait quelques cours et je crois que j'ai changé toute ma pratique du fait que j'ai été enseignante avec la suggestopédie. Là, pour l'emploi, par exemple, de la musique classique, mais surtout parce que j'ai intégré la contraction du temps et nous voyons que pour l'analyse aujourd'hui des technologies, il faut parler de cette contraction du temps. Et ça, c'était quelque chose que j'ai appris avec la suggestopédie. Bien évidemment, le cadre européen de référence a été mon livre de chevet ou presque, avec les approches actionnelles et les approches plurilingues, mais j'ai même dirigé une revue qui s'appelait Intercompréhension, revue des didactiques des langues et des cultures. Et alors là, ce qui allait avec, c'était le Web 2.0. Et il faut parler de ça parce que précisément, c'est le contexte technologique qui a rendu possible les approches actionnelles. Puisque si nous voulons l'action sociale, il nous faut évidemment sortir de la classe. Et c'est avec les blogs, les forums, les plateformes et les réseaux que nous sommes sortis de la classe. L'action sociale, le partage a été possible. Les projets inter-écoles, les projets qui ont réuni plusieurs équipes et plusieurs élèves ont été possibles grâce à ces technologies et à ce web fameux qui est le web 2.0. Alors, on revient sur le titre, on va sur le titre, on remarque la convergence didactique et technologique. Et là, il faut se poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de cette convergence didactique et technologique? Voilà une question que je vous laisse pour la fin. Vous voyez que je suis en train d'utiliser un format qui est un format narratif. Aussi, je vous répondrai à la fin pourquoi l'utilisation de ce format narratif. Je vous raconte ma vie, qui est en quelque sorte la vie aussi des approches dans le cadre des approches didactiques, et je vous fais en même temps un tout petit peu l'histoire des technologies. Alors, je vous ferai aussi l'histoire de mes recherches et c'est pourquoi je passe à un concept qui me semble très important et que j'ai découvert dans le cadre de mes recherches, le concept de communication paradoxale. Dans les années 50 et 60 du siècle précédent, s'est formée aux États-Unis, à Palo Alto, une école que l'on désignait comme le collège invisible. Les chercheurs se partageaient les travaux avant leur publication. Donc, c'était un réseau social avant la lettre. Et précisément, l'un de ces chercheurs parlait de la communication paradoxale. Il disait, on ne peut ne pas communiquer, mais il montrait qu'il y avait de la communication paradoxale. Par exemple, quand le père disait quelque chose à l'enfant et la mère disait le contraire. Le même se passe en classe, et j'ai observé des classes où un professeur dit très bien et en même temps il dit de vous, je ne m'attendais pas à ça. Ou alors, même d'un point de vue non verbal, il adresse le regard, il fait l'approbation à un élève et il regarde un autre. Donc, ce sont des comportements que j'ai observés dans le cadre de cette recherche sur le non-verbal. Alors, si nous analysons en trait très généraux la communication aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? Sortez pour aider le commerce, on l'entend ici au Portugal, je crois qu'on l'entend un tout petit peu partout, mais restez à la maison à cause du virus. Donc ça, c'est le paradoxe par excellence. En ce qui concerne la classe, les parents d'élèves surtout disent la classe doit être créative, elle doit intéresser les élèves, mais les élèves ne peuvent pas se voir. Dans les instructions portugaises, on ne peut pas faire de travaux en groupe puisque les élèves ne peuvent pas se faire face. Alors, ne bougez pas,
Soyez sages comme des images derrière vos masques. On dit aussi l'empathie est très importante, c'est très bien, l'empathie est très importante, mais je ne vois pas vos visages. Et ne touchez pas. Et les visages, ici, ils ne sont pas masqués parce que nous sommes chez nous, mais en classe, les visages sont masqués. Encore une contradiction, pas d'écran avant 3 ans, et puis les autres les différents types d'écrans. Mais asseyez-vous devant vos écrans puisque les parents doivent travailler tandis que les élèves ou les enfants, les très jeunes enfants regardent les programmes, soit les programmes de l'école ou de la crèche, soit les programmes officiels. La pandémie est une opportunité pour changer l'école et je vais être très provocatrice, mais le traditionnel est renforcé. Je dois vous dire que précisément la collègue Aline Kotasevich, je crois que je dis correctement son nom, vient de nous parler précisément ou de poser la question des technologies qui ne sont pas toujours adaptées ou qui les approches traditionnelles qui reviennent souvent avec les outils technologiques. Donc, je ne suis pas la seule à dénoncer ou à poser cette question, mais je reviendrai sur cet aspect. Disons que pour me rendre compte et bien observer cette communication en classe, j'ai posé de façon très peu scientifique, j'ai mené une recherche auprès de mes ex-étudiants qui sont devenus des enseignants et sur Facebook. Et j'ai obtenu les réponses aussi par Facebook sur le temps. D'ailleurs, j'ai posé la question suivante. Quels sont les changements le 21 octobre de cette année et le 21 octobre? Essayez de vous rappeler ce que vous faisiez l'année dernière en octobre et essayez de caractériser la communication. Et alors, j'ai regroupé quelques points ou quelques paramètres où ils ont signalé des différences. Le temps qui est plus lent, même avec les technologies, ce dispositif est beaucoup plus lent, il y a moins d'activités pédagogiques. L'espace fixe, pas de déplacement et la distance personnelle a été remplacée par la distance sociale. Il regrette beaucoup la question des émotions, des gestes, des regards, sourire avec surtout les élèves les plus jeunes. Et comme ils ont été mes élèves et qu'ils connaissent le concept de multimodalité, ils parlent de la réduction de la multimodalité. Alors, on va s'intéresser sur cette question et j'y parviendrai. Donc, je reprends ma petite histoire de chercheur qui reprend la classe. Toujours la classe, elle a été présente dans mes recherches et on reprend l'axiome de la communication de Paul Watzlawick, on ne peut ne pas communiquer. Donc, on communique toujours. On communique toujours, qu'on le veuille ou non, on communique toujours. Les espaces communiquent. Et Edward Hall a distingué des espaces sociophuges qui empêchent la communication, mais elle existe. Les espaces sociopètes qui rendent plus facile la communication, comme les terrasses des cafés. Pour les espaces sociophuges, Edward Hall donnait l'exemple des cabinets médicaux. Les distances, c'est Edward Hall qui a parlé précisément de la distance sociale, la distance intime, la distance interpersonnelle, la distance sociale et la distance publique. Ici, je ne sais pas, je crois que c'est une distance publique médiatisée par les dispositifs, par les plateformes de distance. Et la proxémie, c'est l'étude précisément de l'espace en relation avec les cultures. Nous trouvons chez d'autres chercheurs, mais moi aussi j'ai trouvé des postures de convergence interactive qui invitent la communication et des postures d'évitement de la communication. Je peux me rapprocher d'un élève ou je peux m'éloigner. Le regard, bien effectivement, le regard, il joue aussi
avec ce que je viens de dire. Je vais par exemple parler de la communication non globale, d'une conception totale de la communication, mais je peux ne pas utiliser ce geste et vous anticiper total ou global parce que mes gestes précèdent les énoncés verbaux. Et ça, c'est très important au niveau de l'affectivité. Bien évidemment, le regard, le sourire et les gestes, ils fonctionnent en syntonie. Et nous avons des gestes articulatoires très importants pour la classe parce qu'on parle avec la langue et on ne la voit pas quand on a un masque. Et on réagit par mimétisme et les élèves maintenant en classe de langue ne peuvent pas regarder la bouche les uns des autres. Et la bouche des professeurs qui est très importante pour se placer. Moi, j'aurais pu apprendre d'une autre façon si mon professeur était de nationalité française, mais comme ils étaient généralement, sauf après en alliance française, c'était déjà trop tard pour apprendre ces gestes articulatoires, ce qui m'a donné un accent quand je parle français. Bien évidemment, les illustratifs, les discursifs, je peux commencer à parler de la première partie ou parler de la deuxième partie de mon texte. Et les synchronisateurs, ce sont les gestes que je vois et je vois si j'ai des têtes qui sont penchées, je ne les vois pas, mais j'espère qu'il y aura des têtes penchées pour ceux qui sont en train de me regarder, les gestes de synchronisateur de la communication. Et les affectifs qui jouent un rôle très important. Toucher un élève dans certaines cultures peut se faire et c'est important. Et puis, il y a les actions. Et là, les technologies sont très... il faut se poser la question parce que quand on fait des actions, il y a des gestes et il y a la pensée qui n'est pas mobilisée parce qu'on fait des actions technologiques. Et c'est une relation qui est très importante, mais je reviendrai. Et voilà, les gestes ne sont pas séparés. Et nous voyons sur l'image, sur les images, des postures de convergence interactive entre Obama et Merkel, et on voit des postures, des configurations multimodales sociophuges dans l'image suivante. Si on va regarder la classe, on voit le professeur qui est en train de raconter une histoire aux enfants, et il y a un voleur qui est sous le lit, et il y a la petite qui est dans une configuration sociopathe, donc en train d'interagir et de montrer qu'elle a envie de participer et qu'il y a de l'affectivité dans son attitude. Et j'en arrive au concept de multimodalité et à l'empathie. Donc, la multimodalité qui comprend la multicanalité. Ce n'est pas seulement le fait que j'ajoute l'image qu'il y a de la multimodalité, c'est un processus relationnel entre moi et vous, et il y a une mise en corps et une mise en geste et une mise en mots. C'est pourquoi le geste précède, je fais le geste précède l'interaction, puisqu'il y a d'abord la pensée et ensuite la mise en corps. Du moment où il y a convergence et empathie, elle implique la corporisation de la pensée et la verbalisation de celui qui est en train de parler et l'anticipation de l'autre. Parce qu'il y a un alignement neuronal. Et s'il y a vraiment cet alignement neuronal, il est possible qu'il y ait des hormones du bonheur et de l'attention, notamment l'ocytocine et la dopamine que le corps va utiliser pour cette communication. Et donc, voilà un cadre théorique pour analyser la communication. Et maintenant, on va se poser, pour l'analyse de la classe, on va se poser la question, comment est-ce qu'on va travailler sur ces questions, Bon, disons que le temps, l'espace, la multimodalité et l'empathie,
Donc, disons qu'il y a, je reviens sur le début, donc il y a une contraction du temps. La lumière, par exemple, elle aide à l'oxytocine, elle est nécessaire à l'oxytocine qui est importante pour l'empathie. On peut parler aussi de la convergence ou divergence numérique et didactique qui est très importante. Donc, si vous voulez, je reviens un tout petit peu sur mes papiers parce que je risque de prendre trop longtemps. Donc, je reviens sur la proxémique, sur le temps. Il était prévisible que le numérique entraînerait la contraction du temps, or la durée de la classe est toujours la même. Et on propose que les enseignants se laissent enregistrer pour que les élèves regardent la totalité de la classe. Les classes Zoom sont souvent interminables, il n'y a pas de contraction du temps. Sur le corps, l'espace est devenu fixe, l'enseignant se déplace très peu, la distance sociale est la plus adaptée, l'espace s'ouvre, ce qui ne signifie pas que l'espace soit mobile. Donc, si vous voulez, dans ces nouveaux temps, ce qu'on va avoir, c'est que la classe est beaucoup plus fixe. Et ce n'est pas par hasard que quelques tableaux interactifs soient placés sur les estrades. Et nous voyons que le corps, il est très important pour la multimodalité. Et donc, il faut tenir en compte tout ce mimétisme des gens qui parlent. Donc, pour terminer, je dois souligner la question du temps, de l'espace, de la multimodalité et de l'empathie. Donc, ce sont des aspects dont il faut tenir compte aujourd'hui. Je dois souligner la question de la convergence ou de la divergence numérique et didactique. Et en effet, je dois vous inviter au voyage. Je crois que c'est quelque chose de très important, c'est de sortir de la classe, de voyager pour rencontrer d'autres. Maintenant, on les rencontre dans des séances comme celle-là. Et donc, voilà l'importance de tous ces aspects dans la communication. Et je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Clara, de cet exposé vraiment très, très complet. Et une petite seconde, je dois faire une petite manipulation pour revenir. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, attendez, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est mon espace d'apprentissage. Attendez, je vais essayer de revenir à... Excusez-moi, non, c'est pas ça. Excusez-moi. Excusez-moi, tous les participants, il y a beaucoup de commentaires en chat et il y a des questions. Je voulais vous remercier pour cet exposé très complet et très participatif. Je crois qu'on ne me voit pas, n'est-ce pas? Je n'ai pas réussi à... Je vous vois. Oui, vous me voyez, mais je crains que... Attendez. Voilà, ça y est, j'ai trouvé comment faire, je pense. Voilà. Maintenant, en principe, j'espère que c'est bon. Vous voyez, je ne maîtrise pas non plus et le temps se contracte. Voilà, j'espère que tout le monde me voit, mais bon, ça n'a pas d'importance, au moins vous m'entendez.
Donc, cet exposé très complet et qui nous fait nous poser beaucoup de questions, met l'accent, met le doigt sur effectivement des pratiques qui n'étaient pas très conscientes et qui doivent le devenir de manière à optimiser notre présence dans la classe. Alors, je vais essayer de faire le point avec les questions qui ont été posées. Mefeliga me dit, il a une préoccupation sur le fait qu'on sort de la classe. Il dit, je crois que sortir de la classe a quelque chose de particulier, car cette vision semble mitigée, d'autant plus que toutes les méthodologies sont destinées à cet environnement de la classe, qui est un espace. Ne serait-il pas intéressant de dire plutôt qu'il y a eu des entrées en classe, car la classe garde toujours son statut d'environnement dans l'écosystème éducatif. Est-ce que vous souhaitez rebondir sur cette question? Bon, je crois, bien évidemment, la classe, elle reste toujours le lieu d'apprentissage et on a vu très souvent que les élèves, quand ils regardaient seulement les classes à la maison, et comme maintenant, bon, il n'y a que des dispositifs en direct, donc on essaye un tout petit peu de reproduire l'ambiance des colloques, mais ce n'est pas exactement la même chose. Oui. Donc, si vous voulez, c'est… Voilà. Oui, effectivement, l'exemple est bien trouvé. Nous avons un échange qui est très didactique. Malheureusement, nous ne voyons pas les regards et vous avez dit, les penchements de tête de ceux qui participent. Il y avait une autre question dans les questions. Que veut dire la contraction du temps, a demandé César Martinez. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette notion, la contraction du temps? Bon, je reviens sur l'histoire de la didactique et sur la suggestopédie. Oui. Vous voulez, en suggestopédie, une classe a une quinzaine d'activités pédagogiques qui sont faites en même temps. Si vous voyez les clips aujourd'hui et les publicités aujourd'hui, on voit la contraction du temps, beaucoup de choses en même temps. Tandis que dans la classe traditionnelle, elles sont très lentes. Moi, par exemple, mes cours sont devenus beaucoup plus rapides. Je reviens sur les mêmes sujets, mais ils sont beaucoup plus rapides du moment où j'ai intégré la suggestopédie. Et même maintenant, dès que j'intègre les dispositifs audiovisuels et que j'intègre la télévision, les chansons, etc., mes cours sont beaucoup plus rapides. Et ça, c'est quelque chose de très différent parce que ce que l'on voit à la télé, ce que l'on voit au cinéma, sauf quelques exceptions, et c'est aussi une question de style, on voit la contraction du temps dans tous les dispositifs actuels. Merci. Oui. Par exemple. Oui, alors merci. J'espère, César, que Clara a répondu à votre question. Vous nous avez fait partager la richesse de votre expérience personnelle en tant qu'apprenant et en tant qu'enseignant également, et c'était très enrichissant de voir cette évolution dans la manière de se comporter en classe en tant qu'enseignant et sans doute en miroir de voir que nos apprenants ont eux aussi à subir ce changement qui se produit sur nous. Et je pense que c'est une chose très importante d'en être conscient, en fait, d'être conscient de ces changements et de ce qu'ils occasionnent dans notre pratique didactique. Vraiment, c'était c'est très intéressant. Vraiment, je dois vous remercier. Est-ce que je me tourne vers le public pour voir s'il y a d'autres questions? Oui, je regarde aussi les questions. Oui, alors, attendez, pour l'instant, j'ai fait état des questions.
Sortir de la classe, bien évidemment, pour aller voir les musées, sortir des manuels, parce que si on revient sur les manuels, on se rend compte que les manuels sont très traditionnels. Oui. Il y a vraiment des choses qui sont revenues maintenant. Avec le numérique, il n'y a pas de consonance. Et je posais la question au début de cette consonance ou cette dissonance. Il y a une dissonance par rapport à un certain nombre de propositions qui sont faites sous un format numérique. Oui, bien sûr. En fait, ce que je comprends, c'est que tout en essayant d'optimiser l'utilisation des technologies, vous essayez de mettre l'accent pour nous sur le fait qu'il faut les prendre avec un petit peu de recul et essayer de les adapter au mieux à toutes ces formes de communication qui sont indispensables dans nos cours, dans notre pratique quotidienne, dans notre interaction avec nos étudiants. Oui, oui, c'est important. La question de la multimodalité sur laquelle j'insiste est très importante parce que, bon, finalement, on parle beaucoup de multicanalité, mais on s'arrête à la multicanalité. Et la multimodalité, c'est un processus qui est du domaine du cognitif, du domaine du communicatif, du domaine de la variété des supports, de la contraction du temps. Et je reviens sur la contraction du temps parce que c'est un peu ce qui caractérise la communication aujourd'hui. Et oui, bien Dans sûr. la communication interpersonnelle. Bien sûr, bien sûr. Et là, nous ne pouvons pas décontracter le temps. Donc, malheureusement, nous avons un temps imparti. Nous avons encore quelques minutes. S'il y a d'autres questions, je vois qu'il y a peut-être une question. La classe inversée est la technique la plus conseillable dans le contexte actuel? Je ne sais pas. Bon, en principe, j'ai essayé quelques classes inversées avec les derniers cours que j'ai faits, puisque maintenant je suis à la retraite et donc c'est très rare de faire des cours. Je fais des cours au Cap-Vert, mais ponctuellement je fais des cours. Mais effectivement, c'est une façon de présenter les choses de façon différente. Mais je crois qu'il y a, pour la classe inversée, il y a toujours des aspects qui me semblent importants. C'est la question, pour faire une classe inversée, il faut d'abord, il y a un certain nombre d'aspects qui sont du domaine du communicatif et qui doivent être acquis, des prérequis, pour qu'après la classe puisse fonctionner, la classe inversée puisse fonctionner. Mais bien évidemment, c'est une question de gestion parce qu'il faut apporter des choses et beaucoup de choses pour que les élèves puissent ensuite donc traiter l'information de façon à ce que la classe soit inversée. Oui. Merci, merci beaucoup. Alors moi, j'ai beaucoup aimé vos exemples de communication paradoxale. Je crois que vraiment, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête dans le monde actuel. Effectivement, on est un petit peu écartelé entre toutes les consignes, entre toutes les manières d'agir qu'on nous demande de bien vouloir adopter. Et c'était très intéressant. Alors, je ne vais pas remettre mon masque. Vous allez voir mon sourire malgré tout. J'espère. C'est l'avantage, finalement, c'est un grand avantage des technologies parce qu'on peut encore regarder les bouches, les yeux, encore regarder nos sourires, l'écoute, les signes d'écoute, c'est très important. Tout cela est très important. La modalité, c'est un processus en effet très complexe. Et donc, le masque, il est important, mais il cache beaucoup de choses. De la communication cachée, ce n'est pas quelque chose de très important. Pour le professeur, elle est très difficile. C'est vrai, c'est vrai. Et merci beaucoup de votre engagement à nos côtés. C'était un vrai plaisir. Je dirais bas les masques. Et je dirais aussi, vous avez posé la question, que vais-je faire? Je crois que c'est une question que nous nous posons tous et je pense que vous nous avez donné quelques directions de réflexion là-dessus. Je vois qu'il y a peut-être encore une question.
quel conseil avez-vous pour les cours particuliers en ligne avec un seul apprenant? Ah oui, c'est intéressant, nous en avons. Mais ça, oui, allez-y. Oui, les cours en ligne, donc avec un seul. Je crois que le plus important, c'est de renforcer et d'essayer d'analyser et de verbaliser ce qui n'est pas exprimé ou ce qui est exprimé par les gestes. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important, c'est de prendre en compte la totalité et d'essayer d'interpréter les gestes des uns des autres, ces configurations multicanales qui, en effet, peuvent inviter ou au contraire peuvent réduire la communication et souvent on ne se rend pas compte de la complexité de ces aspects. Oui. Alors, Yael nous dit… Et la durée, je crois que la durée est quelque chose de très important parce qu'on est en train de reproduire sur le modèle à distance les mêmes temporalités des classes présentielles. Et là, c'est impossible. Il faut faire vraiment des capsules limitées dans le temps parce qu'on n'a pas la possibilité d'être attentif pendant la durée traditionnelle des classes. Il y a des choses qui se passent en classe et qui ne peuvent pas se passer forcément quand on est dans un dispositif à distance. Bien sûr, 45 minutes de cours Zoom, ça demande une concentration terrible, surtout s'il y a plusieurs participants. Yael nous propose, nous donne le conseil d'alterner les classes inversées et le cours synchrone à propos de la précédente question sur la classe internée. Et elle nous dit le changement et la surprise laissent l'apprenant, réveille l'apprenant, elle nous dit, le changement et la surprise. Donc, alternance. Bien évidemment, le narratif, il est très important. Les surprises, le format narratif est très important pour la mise en scène des contenus. Et donc, si l'on s'attend à une chose et si on trouve la classe différente, bien évidemment, tout cela joue au niveau de l'attention et au niveau de la mémorisation. Bien sûr, c'est vrai dans la classe traditionnelle, mais c'est surtout vrai aussi si, avec ces 8 mois d'expérience de classe virtuelle, effectivement, on s'en est bien rendu compte. Voilà, j'espère n'avoir omis aucune question. Moi aussi, il faut que je maîtrise tout ça et ça prend du temps. Clara, je vous remercie beaucoup. Si il n'y a pas d'autres interventions du public, je vais vous remercier et en espérant que nous ayons des rencontres autres que virtuelles où nous puissions voir nos gestes de près. Et nos regards, nos sourires, on les voit quand même. Oui, on les voit quand même. Et donc, je vous remercie de votre sympathie et de votre accueil et de votre invitation. Je remercie aussi Serge Borg de m'avoir invité après une connaissance d'il y a 30 ans, je ne sais pas. Donc, je vous remercie effectivement. Voilà, je remercie tous les enseignants qui ont voulu voir ma présentation. Oui, et qui vous remercient beaucoup en chat. Vous pouvez le regarder. Il y a beaucoup de remerciements et de compliments et c'est tout à fait légitime et mérité. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. À bientôt, merci.